c'est bien toi. Notre réflexion aussi, est-il coupable ou c'est juste un bouc émissaire? Alors avec lui, nous allons chercher de comprendre tout ce qui se passe autour. Il y a Makambo Oyo, il y a mort, il y a notre ancien président de la République, LDK, Laurent Désiré Kabila. Actuellement, il est en exil. Vous savez, il est en exil en Suède. Les médias internationaux l'ont porté comme fugitif. Alors, jusque-là, il est considéré comme fugitif, mais il y a beaucoup de développements qui sont arrivés au pays avec l'amnistie, la mesure de grâce dont Eddie Capen a bénéficié. Eddie Capen a bénéficié de la mise à grâce. Cela l'a motivé, je pense, à sortir parce qu'il est aussi motivé à donner la vérité. Comme vous savez, la vérité n'a jamais été connue. Le procès Kabila a été précipité. Le procureur Alamba, à son tour, se retrouvera condamné après quelque temps. Donc, il y a beaucoup trop de soubresauts autour de ces procès-là de notre ex-président Laurent Désiré Kabila, qui était mort incertain, je pense bien 17 janvier, comme vous le savez. Il avait été abattu dans son bureau selon les scénarios que nos amis nous ont peints sur les chaînes telles que la RTBF, il y a WIP et puis il y a Al Jazeera. C'est un élément de Marielle Rabot et puis Arnold Zatzman. Alors, ce sont eux qui ont compilé ce qui est resté dans nos têtes. Malheureusement, nos Congolais, les Africains, n'ont pas fait leur propre enquête, ni aucun média sérieux, hein, même Jeune Afrique n'a pas de scénario quelconque sur la mort de Laurent Désiré Kabila. C'est les scénarios que ces gens-là nous ont donné, malheureusement, que nous gardons. Alors, je vais faire entrer mon invité du jour, qui n'est autre que Monsieur Georges Mirindia. Bonjour, Monsieur Georges. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Comment Dieu vous garde? La santé, ça va? Oui, la santé, plus ou moins bien. Le bon Dieu nous fait grâce dans ce pays d'exil. Ok. Ah oui, bien sûr, certes, c'est un peu d'exil. Vous y êtes malgré vous-même. Ça, c'est la réalité un peu de la vie qui a fait que vous vous retrouvez dans ces coins du monde-là. D'entrée de jeu, Monsieur Mirindi, je voudrais que vous puissiez un peu nous parler brièvement de votre histoire en parlant plus de l'AFDEL, de votre rencontre avec Massassou et de là, de votre connaissance de Laurent Désiré Kabila. Comment c'était brièvement? Ah oui, brièvement. Tout jeune, nous avons dit tout abandonner lorsque, quelque part en 1996, il y Oui. a eu la rébellion. Et cette rébellion qui était animée par, entre autres, M. Laurent Désiré Kabila et Marcelin Massassou. Les deux, avec leurs collègues, ils ont fait des tournées à travers les montagnes qui surplombent Bukavu, et Goma, et les deux villes de l'Est. Et donc, ils ont lancé des messages à la jeunesse de rejoindre cette structure rebelle pour chasser du pouvoir le dictateur Mobutu. C'était pour nous, jeunesse du Kivu à l'époque, Oui. une raison noble de rejoindre cette révolution, puisque effectivement, eh bien, qui va nous dire que Mobutu n'était pas une dictature qui méritait, qui valait la peine de combattre. Voilà comment, personnellement, en ce moment-là, j'étais enseignant à l'école primaire. Comme il n'y avait plus non plus, la guerre avait fait que les écoles avaient fermé complètement. Donc, j'ai aussi rejoint cette rébellion. J'ai suivi la formation comme tout le monde, et puis voilà un peu. Donc, c'est comme ça que j'ai pu rejoindre les deux personnalités dans cette lutte noble. Par la suite, je serai l'un de ceux qui deviendront comme officier de la sécurité rapproché de M. Kabila.
Et là, maintenant, c'est vers la fin de 97. Voilà, en bref, c'est comme ça. Là c'est à peu près, parce que je sais que vous êtes du Kivu, c'est là où Massasu Nendanga, ayant convaincu vos parents, n'est-ce pas, de vous relâcher, de vous donner l'espoir que c'est une lutte noble, celle qui est de chasser les maréchals au pouvoir, c'est ainsi que vous vous êtes donné. Maintenant, les responsabilités, maintenant, vous les avez à partir de quand? À partir du temps où vous arrivez à Kinshasa ou bien tout le long de la marche? Tout le long de la marche, il n'y avait pas de responsabilité de notre part. Nous étions seulement des combattants, tout simplement. Les responsabilités, disons, mes premières responsabilités à Lubumbashi, au cas Kimbembe, là où j'encadrais les étudiants, les nouveaux adhérents, les étudiants, la révolution en juillet de l'année 1997. Cela serait l'un de ceux qui ont encadré ces étudiants. Voilà. Et puis, je connais Kimbembe, c'est vers l'aéroport, hein? Vers l'aéroport de Lubumbashi. Je connais Kimbembe, oui. Effectivement. Kimbembe va, ici la route qui va vers l'aéroport, ou c'est à 20 km de Lubumbashi. Voilà, c'est là que j'ai assumé mes premières fonction, disons, d'encadreur ou de commissaire politique, comme on m'appelait en ce moment-là. Bon, c'est ça. Et puis, par la suite, les bataillons qui étaient à Kimbembe, nous avons décidé que ces bataillons-là vont être affectés à sa sécurité. Ok. Qui s'appelait SSP. Voilà, le président de la République. Ok. C'est ça. Alors maintenant, étant à Kinshasa, parce que dans le documentaire de Marianne Rabaud et Arnold Zatman, ils disent que vous, personnellement, vous avez frustré par le fait que Musée s'est éloigné de Massasu Nendanga. Est cela vrai ou faux? Oui, nous avons été frustrés. Est-ce que cela est vrai ou faux? Ah oui, ce sont des versions que le régime a cousues. Ce sont des versions préfabriquées. Il n'y a personne qui a accepté qu'on puisse aller massacrer les gens. Certainement, nous n'avons pas accepté. Nous ne l'accepterons jamais. La vie reste sacro-sainte. Soit la vie d'un bébé, d'un villageois de Beigne ou d'un Parisien à Paris, la vie reste sacro-sainte. Et là, il n'y a pas de discussion à faire. Il s'agit maintenant de versions que le régime a brandies par rapport à la mort de Mzee Kabila ou à la mort de Massasu. C'est de la politique tout simplement. Il n'y a rien qui a été dit qui est vrai. C'est-à-dire, et puis de là commencer à donner diverses versions pour distraire au lieu de dire exactement la vérité, qu'est-ce qui a eu. Massasu a été en prison, comme vous savez. Il a été libéré et puis m'a arrêté pour aller se faire massacrer à Preto. Pour nous, la première arrestation de Massasu, bien, dans les principes de l'AFDEL, les principes que l'AFDEL enseignait, selon lesquels les raisons que nous avions accepté de laisser tout au Kivu pour rejoindre la révolution, c'est qu'il ne devrait plus y avoir des personnes au-dessus de là. La première arrestation de Massasu, eh bien, ils ont dit qu'il a commis, bon, on s'est dit, s'il a commis des actes infractionnels, eh bien, c'est tout à fait normal que Massasu, quel que soit son rang, il était vice-président, c'était lui l'adjoint de Mzee Kabila. Quel que soit son rang pour nous, il devait donc répondre. Mais malheureusement, Gaëtan Kakouji, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, quand il a après lequel Massasu a été mis à l'arrêt, ils ont parlé que c'était un caporal, qu'il était en connivence avec les Maï Maï et que c'était un infirmière de chambre. Bon. Ça, et puis ils l'ont condamné. Même, ce n'était pas une raison, c'était juste de la politique. C'est-à-dire ils ont conspiré juste pour l'éliminer.
Et puis, pour nous, cela n'était pas du tout un grand problème. Nous savions que peut-être il allait revenir un jour ou l'autre. Et quand vous avez décidé de les libérer, c'était à un moment où, effectivement, la guerre, le RCD et le MLC faisaient la guerre contre Mzee Kabila. Et Mzee Kabila avait perdu du terrain. La guerre était en faveur des rebelles. La preuve, Mzee Kabila ne contrôlait en quand, je dis bien, quand Masasu a été libéré. Mzee Kabila, la partie du territoire national sous contrôle du gouvernement, c'était à peu près 30% du territoire national, parce que les rebelles du RCD étaient à la porte de Mbanda, de Mbujimai, à la porte, pas Mbandaka, mais Mbujimai, Kananga, et Lubumbashi. Les M menaçaient de faire tomber Mbandaka. Et donc, Mzee a fait libérer Masasu, en tout cas pour remettre dans ses droits réhabilités. Malheureusement, cela a mal tourné, puisque vite ceux qui étaient en mal de positionnement, ils ont vite eu des raisons de construire des fausses accusations, encore une fois, contre Masasu. À un moment donné, Masasu devait rencontrer Mzee pour qu'ensemble ils puissent sceller cette réconciliation et puis aller en avant par rapport au programme de chasser les envahisseurs. Malheureusement, c'était en ce moment-là où ceux qui étaient autour de Mzee Kabila, donc ceux qui avaient le pouvoir, les généraux, les Joseph, les Edi Kapende, les John Numbi, les Moïse Kongo, et Kakuji, ils se sont sentis menacés par ces retours en force de Masasu. Ils ont tout fait par Mzee Kabila. Ils ont utilisé Munkutu pour le prendre de chez lui, l'acheminer. Le motif était d'amener Masasu. Munkutu qui vient de suspendu là, pour subordination. Munkutu, non? Qui venait de suspendu en début de semaine, je pense. Oui, Munkutu Kiana. Okay. J'ai appris qu'il aurait été suspendu. Oui, il est allé voir Kabila à l'insu du président de la République, à l'insu de Félix Sekedi. Il est allé rencontrer Kabila à Kashamata, à sa femme à Lubumbashi. Allez-y, mon frère. Alors, voilà, donc c'est Munkutu qui a été envoyé pour prendre Masasu à sa résidence. Dans le programme qui avait été communiqué à Masasu, et tel que c'était convenu, c'était dans le programme d'aller rencontrer Mzee Kabila cette réconciliation. Oui. Malheureusement, Munkutu aurait reçu des appels de Edi Kapende et de Moïse Kongolo, et puis au lieu de conduire Masasu chez Mzee, ils ont conduit Masasu en prison. Et de la prison ou au cachot du GLM, ils l'ont renvoyé vers les Katanga, Joseph Kabila, le monsieur, et puis ils l'ont tué. Quand ils tuent Masasu là-bas à Preto, la ville de Preto tombe entre les mains de rebelles du RCD. Toute l'armée était donc, c'était un verrou, le dernier verrou stratégique qui protégeait les pouvoirs de Mzee et la province. Toute l'armée a fui vers la Zambie. Mzee a ordonné l'arrestation de tous les chefs militaires. Il y en a même qui ont été fusillés. En ce moment-là, Mzee est descendu lui-même au Katanga. Il a même ordonné que Joseph Kabila soit aussi fusillé, comme tous les autres qui ont trahi. Ah bon? Et puis, c'est le gouverneur Katumba Mwanke qui plaidera la cause de Joseph, qui cache d'abord Joseph, et puis il plaide sa cause. Il a infurié une colère rouge, nous l'avons vu, j'étais avec lui. C'est que vous, avant, vous étiez sorti un peu intercoupé. Vous me dites que Mzee Kabila, vous voulez fusiller tout le monde, y compris Joseph Kabila. C'est quand moment qu'il a un peu calmé, qu'il a caché, et puis plus tard, continuez. Parce que vous êtes sorti intercoupé quand vous parliez à effectivement de ces parties-là. Mzee Kabila a de la colère rouge contre les responsables militaires et qui
mis l'armée en débandade face aux rebelles. Et il a donc ordonné la fusillade de ses responsables militaires. Oui. Joseph, quelque part, Joseph n'a pas exactement de connaissances sur les lieux où se casse Joseph. Entre les gouverneurs Katumba sous forme de clémence en faveur de Joseph. Oui. En ce moment maintenant, il est un peu avant la chute de Plateau ou tout au long de la guerre, Oui. Moussé était devenu notable de ces chefs tribaux qui étaient autour de lui. C'est-à-dire, Moussé s'était fait entourer par ses frères, cousins, neveux, patati patata, et qui n'étaient pas des militaires ou qui n'étaient pas des officiers à mesure d'assumer des hautes fonctions, commander une armée en guerre contre des armées étrangères et très professionnelles comme les Ardèses ou bien Ouganda. Alors Okay. les John Numbi, les Kapende, le pouvoir entre leurs mains. Le résultat, le pays est tombé entre les mains des rebelles au-delà de 70%. Donc, voilà le chaos. Monsieur Merindi, rentrons un peu sur ce point-là. Je voudrais que ce soit clair. Vous avez dit que si l'AFDEL était en défaillance, en débâcle, c'est parce que Moussé s'est entouré de ses frères qui n'étaient pas professionnels. Donc, nommément, John Numbi, il y avait Eddie Kapend et les autres. Effectivement, ce n'est pas l'AFDEL de Moussé Kabila. L'AFDEL, c'était avant. Et donc, okay. Non, les forces de Kabila. Ils ont perdu la bataille parce qu'ils ont inclus les éléments tribaux au lieu de privilégier les professionnels dans l'armée. C'est ça, c'est-à-dire c'était un clanisme. Si vous n'êtes pas de la famille, en tout cas vous n'avez pas de rôle à jouer. Et c'est comme ça que nombreux qui ont fait fusiller des liens directs avec tous ces officiers-là tout autour. Alors, vous allez voir ces officiels, les Yavnawe, John Numbi, tous, en quelque sorte, sont des proches. C'est eux qui avaient tout le pouvoir entre leurs mains. Et donc, comme les pays, les villes sont en train de tomber les unes les autres, vous avez encore ni été l'intervention des alliés angolais et zimbabwéens. En tout cas, vous avez déjà fui. Nous étions avec lui. Où il voyait la fin de son pouvoir. Et la chute de Puerto, il n'y a plus rien qui empêchait les rebelles à prendre Lubumbashi, Bujimai et Kananga. Et vous comprenez que c'était sa fin. Et donc, il a eu cette colère. Cette colère l'a poussé à fusiller certains officiers, à chasser. Moussé Kabila a renvoyé John Numbi. La première lettre, à ce moment-là, Numbi qui commandait la région militaire du Qatar. Oui. A été renvoyé, qui s'est caché, et puis cette colère a pu continuer. Moussé a tenu un discours au 4 décembre de l'année 2000, où il a purgé, de chasser ces hauts responsables, les Katangais, c'est lui, pères criminels qui ne font que piller, s'enrichir au lieu de protéger le pouvoir. Et Moussé a fait référence à la bravoure des originaires. Donc, il s'est rappelé comment les originaires du Kivu avaient combattu durant l'AFDEL, comment il avait eu le pouvoir, puisque la jeunesse du Kivu s'est engagée et puisqu'il effectivement fait cette guerre et qui lui avait permis de devenir le chef de l'État. Alors, à chaque moment, Moussé comparait ses fainéants, ses frères, qu'il accusait désormais d'être des traîtres, il ne les cachait plus, et puis tout le monde accusait Joseph. Tous les officiers qu'on tous ceux qui fuyaient, tous les militaires qui passaient par la Zambie, tous les rapports disaient que c'est Joseph qui est l'ennemi. Maintenant, le problème, le dilemme, Joseph, les problèmes, tous les autres officiers là qui sont tous des musées, les Kapende, les Mweze Kongolo ou les John Numbi, tous sont des neveux ou bien des cousins. Ce n'est pas de punir les gens et ce n'était pas non plus facile d'accuser Joseph. Ce qui
osaient le faire. C'était à l'ère que Mabila, le général Mabila qui a affronté Joseph, qui lui a dit, toi tu es traître, toi tu es en train de vendre les pays. Mais Mabila a fini très mal. Vous savez, Mabila est mort en prison à Makala, tout simplement parce qu'il a eu ce courage de dénoncer Joseph. Donc, je ne vais pas faire trop longtemps sur cette situation, mais au moins vous comprenez que Mzee a bien dénoncé ces traîtres qui, selon lui, ont fait chuter les villes et puis ils n'avaient plus le pouvoir tel que c'était avant. Bon, à part ça, ils ont aussi commis des massacres. Et Mzee est au courant qu'ils ont tué, qu'ils ont massacré, entre autres Massassou dont vous parlez. Massassou venait d'être massacré là-bas à Poto. Il semble que Mzee n'a pas su que Massassou a été arrêté, que Massassou a été acheminé, que plus de 300 Kadogo originaires du Kivu avaient été massacrés au même moment que Massassou. Oui. À Kibomango ou bien au Katanga. Tout ça, ce sont les Moïse Congolo, ce sont les Gaëtan Kakouji, les Edi Kapende, les Joseph, les John Numbi. Ce sont eux qui sont en train de faire tout ça. Jusqu'à ce que ils vont donc utiliser ces massacres qu'ils ont déjà commis contre les originaires du Kivu pour s'en servir et dire, bon voilà, les originaires du Kivu ont tué Mzee, ils se sont vengés puisque nous avons tué Massassou et les originaires du Kivu ont tué Mzee pour se venger. Et nous nous disons, mais non, là, vous mentez, purement et simplement. Il n'y a personne qui vous a dit qu'il s'est vengé. Il n'y a personne qui a mené une enquête qui a abouti. Une enquête qui a abouti à cette conclusion qui a eu vengeance des originaires du Kivu. Ça, c'est une version que le clan Kabila a juste conçue pour qu'on ne voit pas, et sont même traîtres de Mzee qui ont aussi assassiné le président, ou si le président a été assassiné. Ce sont eux qui, au fait, sont derrière directement la mort de Mzee. Et si moi, je l'affirme ainsi, parce que j'ai vu leurs actions. J'ai subi leurs actions. Ma peau a subi leurs actions. Mes yeux ont vu leurs actions. On ne m'a pas dit. J'ai vécu et j'ai survécu à ce qu'ils ont fait. Eh bien, donc, le 16 janvier, ils ont déjà pris plusieurs dispositions. Avant la mort de Mzee Kabila, d'abord, le président de la République était gardé par une unité, GSSP, commandée par Jean-Claude Kifa Tango Tango. Cette unité, il y avait des originaires du Kivu là-dedans. Joseph Kabila et Edi Kapende se sont arrangés pour renvoyer cette unité. Ils ont donc ils ont chassé cette unité de la ville de Kinshasa pour former leur propre garde présidentielle. Jean-Claude Kifa Tango Tango, qui était le commandant de cette unité, a été renvoyé devenir l'adjoint de quelqu'un qui exécutait les ordres d'Edi Kapende. Ça, c'était une manière déjà de balayer les chemins pour eux. Directement, ils ont désarmé la ville de Kinshasa. À la mort de Mzee, ils ont désarmé la ville de Kinshasa. Et ça, c'est un élément que nous avons vite compris plus tard, que non seulement ils ont dissous la garde de Mzee, ils ont désarmé la ville de Kinshasa. Tous ces événements ont été liés peu avant la mort de Mzee. Et puis, ce qui m'amène à conclure qu'effectivement, c'est eux, c'est Joseph et sa bande qui ont agi. La mort de Mzee elle-même parle. Ce sont des faits qui parlent. Quand ils disent que ils présentent Rachidi comme étant l'assassin, ils donnent des versions, mais ces versions ne viennent de nulle part. Ils n'ont jamais montré que Rachidi avait tiré. L'arme supposée être celle de Rachidi a disparu. Nous ne savons pas depuis quand cette arme pouvait disparaître. Il n'y avait pas un ennemi là-bas. Cette arme était un élément sine qua non aux enquêtes. Ils l'ont vite caché. Alors, s'il vous plaît, M. Mirindi, l'audio que je vous ai envoyé, le gars qui parlait en lingala, qui avait dit que l'arme de Rachidi n'avait été jamais déchargée,
son arme était intacte, était sur lui, plutôt les mêmes balles qui ont tué Oui. Rachidi. Si on va les douiller, ce sont les mêmes balles qui ont tué Mzee Laurent Désiré Kabila. Est-ce que vous supportez cette théorie-là ou pas? En de Rachidi n'a jamais été utilisé. Et c'est la seule raison qui explique pourquoi ils l'ont retiré. Que ce soit les mêmes balles qui ont tué Mzee, qui sont les mêmes qui ont tué Rachidi, c'est très possible. Le problème, c'est que, effectivement, Joseph, Edi Kapende et Moïse Kongolo, ils ont pris des dispositions pour qu'il n'y ait pas la possibilité de mener une enquête, afin que leur version imaginaire ait la facilité de passer. D'abord, l'arme qui a tué Rachidi, nous ne savons pas elle est où. Mzee est mort, puisque les balles qu'on a entendues, les balles qui ont été tirées contre Mzee, ces balles, ils les ont tirées contre un cadavre, pas contre un président vivant. Si c'était Mzee Kabila vivant, toute personne qui est vivante, qu'on attaque violemment, tel que Émile Mota les décrit, oui. Toute personne réagirait à cette attaque. Et selon vous, si je lis entre votre point de vue, c'est que on l'aurait égorgé puis tiré après, ou asphyxié puis tiré après. Ils l'ont tué. Ils ont plusieurs manières de tuer. Ils l'ont empoisonné, égorgé et puis ils l'auront tiré après. Ils peuvent l'avoir tué de n'importe quelle manière, mais une chose qui est vraie, c'était un cadavre. Okay. Ils ont tiré, les balles qui ont été tirées ont juste été tirées pour déclencher, pour amener la nouvelle en dehors, que voilà, il y a assassinat. Puisque Mzee n'a pas réagi, selon Émile Mota, un homme, un humain ne peut pas subir cette attaque et ne pas réagir, puisqu'il n'y a pas eu de traces de sang. Un corps humain contient à peu près minimum 4 litres de sang. Il y a eu 7 trous, 4 balles tirées contre qui ont atteint le corps de Mzee. Ces 4 balles, 3 sont entrées et sorties. Une balle est entrée et n'est pas sortie. 7 trous dans un même corps. C'est une fusillade. Et si vous avez suivi, comme moi, la mort de Kadhafi, le colonel Kadhafi n'a reçu qu'une seule balle. Et tout le monde a vu du sang couler. Rien qu'une blessure à la gilette, ça fait couler énormément du sang qui fait peur. Et comment expliquer qu'une personne vivante puisse subir une fusillade de ce genre, 7 trous dans un même corps? Et les experts cardiologues ont dit que les voies sanguines, l'aorte et je ne sais pas quelle autre voie sanguine, ces voies ont été traversées par les balles. Et malgré tous ces trous, le sang n'est toujours pas sorti de ces corps. Ce qui confirme que ce n'était pas une personne vivante, mais un cadavre. À part ça, quand ils ont acheminé les corps des les médecins urgentistes qui ont reçu les corps les premiers étaient choqués de voir plusieurs balles dans les corps de Mzee, mais les habits sont intacts. Là, nous sommes à l'hôpital au niveau de Kinshasa, n'est-ce pas? Avant qu'on envoie comme les corps au Zimbabwe. Effectivement. Les corps de Mzee, suffisamment fusillés, mais les habits sont intacts, il n'y a pas de traces de sang. Alors, il est impossible qu'une personne meure comme un ballon d'air. C'est seulement un ballon d'air qu'on peut trouver et puis il n'y a plus rien. Vous ne verrez ni l'air ni quoi que ce soit. Un corps humain, le sang devrait sortir. Il n'y a rien qui empêcherait le sang de sortir de ces corps-là. Et ceux qui ont visité ces lieux parlent de 3 ou 5 gouttes de sang seulement. Seulement. Et ça, oui, et ça, ça parle. Ça dit beaucoup. Ça dit tout. Il n'y a pas une enquête qui peut avancer si on ne comprend pas d'abord pourquoi le sang n'est pas sorti. C'est ça le mystère. Ils n'ont pas imaginé qu'on allait les attraper. Toujours le fait qu'ils parlent. Lorsqu'ils ont déjà tiré sur Mzee comme ça, Émile Mota a été surpris en train de ramasser les douilles et de les cacher. Oh. Oui. Émile Mota, il n'a pas seulement menti que Rachidi aurait tiré, en plus qu'on a rencontré des
il y aurait eu un tireur qui a tiré de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Il y a eu donc deux différents tireurs. Ce n'est pas le tireur qu'Émile Mota a raconté qui a tiré de tous les deux côtés, puisqu'Émile Mota n'a pas fait allusion à ce que ce tireur-là ait tourné. En plus, la balle qui n'a pas eu la force d'effet de traverser le corps d'Emzé, cette balle ne peut pas avoir été tirée à la distance que Mota a décrit. Tirée à bout portant avec l'arme supposée possédée par Rachidi, le corps humain, c'est un passoire par rapport à cette arme. Donc, cette balle-là qui est toujours dans le corps du président jusqu'à cette heure devrait être examinée pour savoir c'est l'arme de quelle, c'est une balle qui a été tirée par quelle arme. À part ça, ça c'est les faits qui se sont passés à l'intérieur du palais des Marbres. Lorsque nous sortons du palais des Marbres. Non, s'il vous plaît, je voudrais un peu intervenir ici. Là, maintenant, vous étiez où? Vous étiez où exactement quand tout ceci s'est passé? C'est ces choses qu'on vous a rapportées, vous étiez là, vous étiez témoin oculaire, parce que jusque-là, vous ne nous dites pas, vous étiez où quand tout ceci s'est passé? Effectivement. Tout le monde sait que je n'étais pas au palais des Marbres. Oui. La fusillade a eu lieu, je n'étais pas au palais des Marbres. Ok. J'étais parti prendre les carburants et passer par chez moi pour m'apprêter au voyage qui devrait avoir lieu tard. À Yaoundé, oui. À Yaoundé, oui. Oui. C'est à partir de chez moi que je suis vu sur Motorola qui avait des balles qui crépitaient au palais de... Oui. Alors, à partir de ces moteurs-là, j'ai eu le signal qu'il y avait une situation louche au palais des Marbres. Et je me suis dirigé vers le palais des Marbres et directement, je suis arrivé. Allez, on m'a juste cueilli comme on peut cueillir une pomme mûre. Voilà. Donc, tout ça, j'ai su par la suite. Maintenant, lorsqu'il s'agit maintenant de Rachidi qu'on présente comme l'assassin, il n'est pas mort, il n'a pas avalé son arme. Cette arme ne pouvait pas disparaître gratuitement. Certainement, c'est quelqu'un qui avait intérêt à ce que l'arme disparaisse, qui est sauté sur l'arme pour la faire disparaître, afin de faire prévaloir les versions dont M. Arnaud Zeitman est champion. Il ne nous dit même pas où est-ce qu'il a eu ces versions, mais il présente juste des théories. Il dit en plus que vous étiez à M. Arnaud Zeitman et le journaliste d'Al Jazeera, ils disent que vous étiez dans la voiture. Ils ont même fait des animations. Après avoir attendu, vous avez pris de la changeante et puis on vous arrêtera plus tard. C'est ça. Ces versions de la fuite supposée de Rachidi, je vais vous montrer comment c'est faux et archi-faux. Okay. Il n'y a jamais eu un plan, de fuite. Rachidi l'assassin n'avait pas de plan de fuite. Ils ont conçu ces plans de fuite après. Ce plan de fuite a été conçu durant le procès. Ça n'existait pas à partir du 16 janvier, puisque moi j'étais aux arrêts, j'étais sous torture à partir du 16 janvier jusqu'au 27 février. Okay. Et ce plan de fuite n'existait pas encore. En ce moment-là, lorsque, par exemple, le 7 mars, le plan de fuite n'existait pas encore. Et je renvoie Arnaud Zeitman à vérifier. Tout le monde qui veut la vérité pourrait facilement vérifier. Le 7 mars, Moïse Kongolo, que je vois d'abord sur l'écran ici, le 7 mars, le crime a eu lieu le 16 janvier. Nous sommes en mars. Le 16 mars, c'est Moïse Kongolo que je vois. Et ça doit être dans le film de son ami Arnaud Zeitman. Oui. Moïse Kongolo a prétendu, on lui pose la question, parce que là, nous sommes en train de parler du plan de fuite supposé de Rachidi, où je suis supposé être quelque part dans la voiture. Le 16 mars, Moïse Kongolo, quand il parle de la piste des Libanais, comment les Libanais se retrouvent, les Libanais qu'on a massacrés, comment ils se retrouvent dans l'assassinat d'Emzé Kabila. Il y a un instant, les amis du téléphone, soyez un peu patients à rappeler, je pense bien dans 10 minutes, donner la chance à Georges de chuter. Nous restons pratiquement avec 10 minutes.
Quand il va chuter, vous allez maintenant commencer à appeler pour vous poser les questions directement. Alors, va d'abord avec l'histoire des Libanais. Est-ce vrai ou faux et que en vous cherchant à la maison des Libanais, on ne s'est pas trouvé, on a fusillé 7 Libanais innocemment. Est-ce que c'est là, il y a des vérités dans ça ou pas? Les dossiers des Libanais, les massacres des Libanais, leur arrestation n'a rien à voir avec la mort de M. Kabila. Rien à voir. Je dis ceci. 7 mars, on demande à Moïse Kongolo comment est-ce que les Libanais ont été arrêtés et massacrés. Moïse Kongolo a dit que on a retrouvé dans les poches de l'assassin une liste de noms. Sur cette liste, les noms de ces Libanais. Et que les collègues de Rachidi, l'assassin, qui savaient là où vivait Rachidi, ils sont partis à la résidence de Rachidi et là, ils ont raconté. Il dit, selon Moïse Kongolo, le 7 mars 2001, Rachidi vivait dans le même building que ces Libanais. Et là, c'est faux et archi faux. Rachidi vivait à côté du palais des Marbres. Et ce n'est pas là chez les Libanais. Il n'y a jamais eu de liste qui a conduit les agents de la présidence vers les Libanais. Deuxième version, parce que là, il y a deux versions, toujours de Moïse Kongolo, et les deux sont contradictoires. Lorsque cette première version n'a pas tenu, Moïse Kongolo l'a donné, espérant pouvoir justifier les massacres des Libanais. Plus tard maintenant, Moïse Kongolo va imaginer un plan de fuite qui irait Mirindi et qui sera dans une voiture quelque part et qui est en train de fuir vers les Libanais. Or, imaginez-vous que déjà ils ont donné une première version tardive qui ne tient pas debout. Ils viennent d'évoquer une deuxième version durant les procès. J'ai été aux arrêts du 16 janvier jusqu'au 27 février. Oui. Si il y avait eu ces plans de fuite, si Rachidi fuyait et que Rachidi voulait me rejoindre et moi rejoindre les Libanais, et que puisqu'ils ont présenté quelqu'un du nom de Akilimali qui s'est présenté comme m'ayant conduit moi dans ces plans de fuite. À la seconde où ils m'ont arrêté, mais la première question qu'ils m'auraient posée effectivement, c'est ces plans de fuite, c'est ces Libanais. Or, ces gens n'ont pas existé, ces Libanais n'étaient pas encore dans les plans, dans la mort de Mosè, jusqu'à tout ce temps où j'ai fait. Et vous pouvez même me poser la question, il est encore vivant. Il est encore vivant. Le monsieur, l'un de ceux qui m'ont entendu, l'un de ceux qui ont conduit les commissions d'enquête, monsieur Nono Lutula, il est en prison. Demain, il va sortir de la prison. Dieu merci. Nono Lutula peut témoigner. Il était le chef de la deuxième commission d'enquête entre le 16 janvier et vers février. Ils n'ont pas fait allusion à un quelconque plan de fuite. S'il en existait un plan de fuite, Nono Lutula aurait commencé par là, me posant moi la question, en m'opposant à ces chauffeurs-là qui affirment m'avoir conduit. C'est ça, l'enquête aurait pu commencer par là. Ça ne demanderait pas qu'on soit juriste pour savoir où est-ce qu'une enquête peut commencer. Par contre, durant tout ce temps où j'étais sous torture, leur torture focalisait sur un seul homme. Les premières versions qu'ils ont avancées, durant tout le temps où moi j'étais sous torture au GLM, ils voulaient faire porter la mort de M. Kabila au général François Olenga Tete. Et pour ça, oui. Dès le 16 janvier, les tortures que nous avons subies au GLM par les hommes d'Edi Kapend tenait mordicus. Il voulait absolument à ce que ce soit le général François Olenga Tete qui porte le chapeau de la mort de Mzé. Et pour ça, ils nous ont torturés, ils nous ont branchés au courant, ils nous ont enlevé, tiré les cheveux, fait tout ce qu'ils voulaient, puisqu'ils tenaient à ce que ce soit le général François Olenga Tete qui, selon lui, a la mort de Mzé, selon leur plan initial. Edi Kapende a prévu une dame, cette dame qui s'appelait Charlotte Atanjo. Cette dame a affirmé que chez moi, à ma résidence, le 25 février, le 25 décembre 2000, le général François Olenga Tete était venu chez moi avec un sac de dollars
et que c'était ces jours-là où nous avions fait la réunion, où nous avons décidé d'éliminer les chefs de l'État, et que c'était le général François Olenga Tete qui devait prendre les pouvoirs, et que nous, les originaires du Kivu, pour venger Massassou, nous avions donc collaboré avec le général François Olenga Tete. Okay. Et c'était tout ce qu'on nous a torturé, c'était seulement à cause de ça. Ok, merci beaucoup pour avoir établi la vérité sur ce fait-là, que tous les groupes-là qui est venu du Kivu, les anciens Kadogo, les Afande, qui ont été victimisés, comme vous le dites là, piégés par les Kapen et consorts. Maintenant, je voudrais ici que nous puissions maintenant comprendre à partir de quand vous êtes évadé, parce que Arnold dit que un peu plus tard, vous avez rejoint la nouvelle rébellion, vous avez été au Rwanda avant de vous évader en Suède. Comment est-ce que vous avez parti du pays? Effectivement. Comment est-ce que nous sommes partis de Kinshasa? Merci bien pour la question. Oui. Au GLM, Arnaud Zeitman, un bon menteur du copier-coller, il parle d'une évasion au GLM. Faux et archi-faux. Il n'y a jamais eu évasion au GLM. Si on devait parler d'évasion, on parlerait d'évasion à la cité de l'Union africaine. C'était quelle date là, encore une fois? Je dois vérifier. Oui, allez-y, vérifiez. En date du... non, je dois vérifier ici. En date du 7 février, le 7 février, oui, Joseph Kabila... Oui, le 7 février 2001, Joseph Kabila a créé une commission internationale qui devait mener les enquêtes sur la mort d'Emzé. Et cette commission a remplacé, cette commission internationale était présidée par le procureur général de la République, M. Luhonge Kabindangoy, avait succédé la commission présidée par Nono Lukula. Okay. Cette commission a commencé son travail quelques jours, 2-3 jours après. La commission internationale qui comprenait les alliés d'Emzé, l'Angola, le Zimbabwe, les Tanzaniens et consorts. Là, nous sommes le 7 février. Février 2001. À partir de cette date, oui, tous les consorts, tous ceux qui étaient dans la carte du GLM sont partis rencontrer cette commission. Mais moi, je ne suis jamais allé rencontrer cette commission d'enquête. Okay. Ils m'ont gardé dans le GLM. Tout le monde est parti là-bas à la commission d'enquête internationale, sauf Mirindi. De 17 ou autour de 17, de toute façon, quand cette commission a été créée. Mais Arnaud Zeitman se permet d'affirmer que moi, un jour avant mon évasion, tel qu'il le dit, que j'avais avoué les crimes et j'avais promis pour demain la vérité et qu'au lieu de dire la vérité, je me suis évadé. Arnaud Zeitman doit un jour, devant un juge, nous dire c'était quel jour et c'était devant qui, que moi j'avais dit c'était, j'avais donné cette promesse-là. Donc cette commission qui a commencé le 7 février a continué à écouter les accusés. Mon tour est arrivé le 27 février. Le 27 février le matin, John Kabila vient me prendre de la cave d'Igela. John Kabila, Yav Ditang, ils me conduisent, moi et John Bahati, jusqu'à la cité de l'OIA, là où était installée cette commission d'enquête. Et là-bas, c'est là qu'il y a eu évasion. Si on doit parler d'évasion, c'est là que tout a joué. Et José et moi, les Congolais ont mis tout leur pouvoir pour que moi et John Hati nous ne puissions pas rencontrer. Monsieur Georges, reprenez à pas de GLM. Vous êtes sorti entrecoupé. Les gens n'ont pas entendu ce que vous avez dit. À pas de GLM, qu'est-ce qui est arrivé? Commencez à partir de là. Au GLM, le matin du 27 février, John Kabila et Yav Diteng me font sortir de la cave du GLM, où je n'étais pas sorti depuis, sauf pour des séances de torture, bien sûr, depuis le 7 février. Il m'amène, moi, à la cité de l'OIA, là où c'était prévu que c'est mon tour de rencontrer les enquêteurs internationaux. Je devais donc rencontrer les enquêteurs angolais, zimbabwéens, namibiens et tanzaniens qui faisaient partie de cette commission d'enquête qui a commencé ses travaux le 7 février. Et durant toute cette journée-là, j'étais enchaîné, j'avais des chaînes aux mains et aux pieds.
On m'amène devant cette commission à l'entrée, à la porte d'entrée. Il y a les hommes de Capende ou de Joseph, je ne sais qui s'intercalent, qui disent non, 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 Georges ne peut pas rencontrer les enquêteurs comme ça. Il est très sale, il a des plaies partout, il a des chairs. Les enquêteurs sont des diplomates. Il ne peut pas, c'est impossible. Nous n'acceptons pas qu'il rencontre les enquêteurs. Mais où est le problème? C'est comme ça. Vous m'avez torturé. Mais moi, j'ai hâte de rencontrer les enquêteurs. Les enquêteurs pour donner ma version. Oui, mais où est le problème? Où est le problème? Mais c'est comme ça. Au fait, oh non, non, non. Il faut d'abord qu'on ouvre les chaînes. Il y avait des chaînes, les chaînes au pied et les chaînes au nez. J'étais au fait ligoté d'une manière extraordinaire. Wow. Il faut d'abord qu'on libère. Ce sont des diplomates, les enquêteurs. On ne peut pas leur présenter quelqu'un comme ça quand même. Non, 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 non. Ok. Où sont les clés pour ouvrir les chaînes de Mirindi? Mon cher, ces chaînes qui pour moi étaient des symboles pour ma musique envers mon Dieu, les clés de ces chaînes pour ouvrir les cadenas, ils disent non, le lieutenant Yav Diteng, le chef du GLM, l'homme de main de Capend, c'est lui qui a les clés. Et il est parti à l'aéroport d'Enji. Alors, ils prétendent que non, 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 Georges doit attendre que les clés arrivent. Renvoie Georges. On me renvoie dans la salle là où il y avait des militaires zimbabwéens qui me gardaient là-bas. J'étais dans cette salle-là, attendre avec des militaires zimbabwéens. J'attends, les clés n'arrivent pas. Au milieu de la journée, les enquêteurs nous attendent. Les enquêteurs s'impatientent. Les enquêteurs envoient encore quelqu'un prendre mon collègue, mon consort John Bahati. Nous sommes séparés dans une salle. John est dans un coin là, je suis dans un autre coin. Des militaires zimbabwéens sont au milieu. Les enquêteurs disent non, non, s'il n'y va alors, Bahati lui peut venir. Ils partent avec John Bahati. John Bahati s'approche de la porte d'entrée de la salle où sont les enquêteurs. Vite, vite, on dit non, 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 non. Bahati ne peut pas se présenter devant les enquêteurs avec des chaînes non plus. C'est impossible. Et il est sale. Ce sont des diplomates. On ramène Bahati aussi dans la même salle où je suis. Nous attendons. Le lieutenant Yav Diteng, supposé détenir les clés de nos chaînes, n'arrivait jamais. Nous n'avons jamais cru qu'il était quelque part. Plus tard, c'est le soir. Le soir arrive. Les enquêteurs disent, en tout cas, même avec leurs chaînes, amenez-nous ces hommes. Une discussion entre eux. Alamba, John Kabila, Yav Diteng, je ne sais qui là-bas, une discussion. Brusquement, nous apprenons que le chef de l'État vient d'appeler les membres de la commission. Et donc, notre tour de rencontrer cette commission est reporté. Oh là là. Nous sommes désolés. Et brusquement, une lutte, c'est déjà la nuit. On nous barre la route. Ils ont cette manigance. Ils ont utilisé de tous leurs pouvoirs pour nous barrer la route des enquêteurs. Et c'est à partir de là qu'il y a évasion, monsieur et mes chers compatriotes. Voilà l'enquête qu'il faut mener. Détaille-moi un peu. C'était comment? Quelqu'un vous a aidé? Un diplomate vous a pris dans son véhicule? Quelqu'un est venu payer des dollars? Comment est-ce qu'il y a? C'est si simple. Oui. Ça fait 20 ans, vous pouvez tout me dire, non? Ça fait 20 ans. Ok. Le livre est disponible sur Amazon, hein? Le livre est sur Amazon, le livre de notre frère. Malheureusement, les forces du mal n'ont pas permis à l'opinion de lire ces livres. Pourquoi pas? Ils l'ont bloqué ou comment? Ils l'ont bloqué. Aussitôt le livre sorti, j'ai appris que les livres ne devraient plus. Ah, donc ils ont acheté. Amazon font l'argent. Ils ont acheté, ils ont payé, c'est normal, mais votre livre ne mourra pas. Le livre est là. Vous pouvez toujours. On aura toujours besoin parce que avec la sortie d'Eddie Capend, je pense que beaucoup de révélations sortiront vraiment. En tout cas, là, il garde tout est dans son livre. Il explique comment il veut fouiller pour arriver jusqu'au Rwanda. Maintenant, combien de temps vous avez fait au Rwanda? Parce que les gens vous accusent d'être rwandais. Il faut éclairer les gens bien qu'on sache que vous êtes congolais. Éclairez-nous clairement. Les gens disent que vous êtes rwandais. Comment vous êtes arrivé au Rwanda? Je n'ai aucune obligation de parler du Rwanda ou de dire que je suis congolais, je ne suis pas rwandais. Quiconque sait que je suis rwandais, qu'il amène sa preuve si je suis rwandais.
Vous ne pouvez pas aller à Bukavu sans passer par les Rwandais si vous venez de l'extérieur. C'est ça. J'étais mourir, je n'avais pas de choix. Je voulais voir ma famille pour que je sois un peu consolé. Ma famille, une partie de ma famille était en prison. Je n'avais que l'obligation, dans la mesure du possible, de voir ma famille. Et donc, ceux qui ont de prendre avec les Rwandais, ce n'est que c'est par les Rwandais. Pour aller à Bukavu, vous ne pouvez pas passer par Brazzaville pour Bukavu. C'est toujours les passages obligés. Ceux qui ont fait les Rwandais, ça c'est leur problème et ça c'est pas mon problème. Je n'ai rien à voir avec les Rwandais. Les gens ont déplacé l'assassinat des musées pour l'envoyer au Rwanda. Mais par quel miracle? Directement les Rwandais, parce que je suis passé par là. Mais demain, puisque je suis passé par la Belgique, par la Suède, ça sera la Suède. Non, ce sont les faits. Qui ont tué musée? Comment les Rwandais sont impliqués? Je n'exclus pas. Mais montrez-nous avec la moindre preuve. Abandonner à distraire les gens avec des versions là colossales qui font dormir les gens, les Rwandais. Ok, je ne refuse pas, mais mon problème c'est quand vous êtes rentré au Rwanda, on a dit que vous avez encore rejoint la rébellion. Ce que je voudrais comprendre un peu, parce que on dit que dans la rébellion, vous avez même été promu au rang de colonel dans la rébellion en question. J'étais révolutionnaire depuis longtemps. De Kinshasa, nous sommes allés vers Brazzaville. De Brazzaville, nous avons fait un autre pays, et puis après ces deux pays, vers l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'était pendant la période du dialogue intercongolais. Et là, nous avons pris langue avec... Et là, nous avons pris langue avec les rebelles. Si je dois d'abord revenir à la cité de l'Union africaine pour dire, puisque je n'ai pas dit comment nous sommes retrouvés libres. À partir de la cité de l'OIA, quand on aura déjà la nuit, les deux camps se disputent, les Zimbabwe veulent nous garder, Kabila et Moïse Congolo s'opposent, on nous ramène pour un peu de temps au GLM, et puis DJ nous envoie à la mort à Kibomango. On nous confie à Saloum pour aller nous exécuter. Et c'est là à Kibomango que l'un de nous a négocié sa liberté. Bora Kamanya Ali a négocié sa liberté. À Kibomango, là, vous avez monnayé votre sortie, c'est compréhensible. Effectivement. Voilà. Effectivement. Maintenant, si je dois vous conclure, comprenez-moi, si je vous comprends bien, vous avez dit qu'il y avait une conspiration des frères de Laurent Désiré Kabila, que vous voyez, vous, de mauvais oeil. Ils ont concordé tout cela pour enfin assassiner Laurent Désiré Kabila, et puis vous condamnez, vous, comme auteur de l'assassinat. Si je vous comprends bien, c'est comme cela, n'est-ce pas? Ah oui. Ok, maintenant, je vais mettre la question de Jean-Claude Katende. Il a eu une interview avec Christophe Brouvier aujourd'hui sur RFI. Je vais vous suivre, vous réagissez, et puis nos confrères vont appeler pour poser leurs questions directement à vous. S'il vous plaît, quand vous posez la question, soyez respectueux, tout au plus 1 ou 2 minutes, allez au but, pas d'insultes, pas d'émotions. Vous posez ce que c'est une question sensible, mais soyons quand même sérieux, sereins, pour permettre aussi à M. Georges de bien répondre. On suit d'abord l'interview de Christophe Brouvier et Georges Katende. En République démocratique du Congo, les 23 personnes qui sont encore en prison à la suite de l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré Kabila ont été graciés. La grâce est intervenue jeudi dernier, grâce présidentielle du président Tshisekedi, et les 23 vont être libérés cette semaine. Pour l'avocat Jean-Claude Katende, le président national de l'association. S'il vous plaît, ne m'appelez pas, laissez-moi jouer l'audio, vous allez me rappeler après, s'il vous plaît. Africaine des droits de l'homme, c'est l'aboutissement d'une longue bataille judiciaire, aussi le début d'un nouveau combat pour la vérité. En ligne de Kinshasa, il répond aux questions de Christophe Boisbouvier. Maître Jean-Claude Katende, bonjour. Bonjour. Les personnes condamnées pour l'assassinat de Laurent Désiré Kabila sont graciées par le chef de l'État. Quelle est votre réaction? Notre réaction, c'est une pleine satisfaction. Nous nous sommes battus durant plusieurs années pour obtenir cette libération. Aujourd'hui qu'elle est là, nous sommes satisfaits et nous en profitons pour féliciter le président Tshisekedi d'avoir osé là où tout le monde pensait qu'il n'allait pas agir.
Edi Kapende, Nono Lutula, Georges Letta. 20 ans après, ils sont encore 23 en prison, alors que le tribunal militaire qui les a condamnés n'était pas convaincu lui-même de leur culpabilité. Pourquoi une telle injustice et pourquoi si longtemps? Il faut comprendre que autour de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, il y a plusieurs versions. Et l'une des versions met en cause l'ancien président Joseph Kabila. Et donc, il fallait très rapidement, pour balayer cette version, trouver rapidement les coupables, que je qualifierais moi des boucs émissaires, pour donner l'impression à tout le monde qu'on a trouvé les assassins de Laurent Désiré Kabila et que l'affaire était close. Et ces injustices ont été perpétrées tout simplement pour protéger l'ancien régime. Toutes les campagnes que nous avons faites pour interpeller l'ancien pouvoir par rapport à ce que les innocents étaient en prison, l'ancien pouvoir avait gardé la sourde oreille jusqu'à l'avènement de M. Félix Tshisekedi, qui a été attentif et il nous avait promis d'examiner les dossiers. Et aujourd'hui, il a donné gain de cause à ces dossiers. Il y a 2 ans, après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, beaucoup attendaient cette grâce présidentielle. Pourquoi a-t-il fallu encore attendre 2 ans? Je pense que le président de la République, je ne suis pas l'un de ses conseillers, mais je pense qu'il a la stratégie d'avancer par des petites victoires. Vous allez vous rappeler que l'année passée, quand Lazado a organisé 2 marches, le président de la République avait promis qu'il allait examiner les dossiers. Et donc, l'année dernière, au mois de juin, il avait accordé la grâce présidentielle à 5 personnes concernées par ces dossiers qui sont aujourd'hui en liberté. Et à la fin de l'année, il a accordé la grâce présidentielle à tout le monde. Cette stratégie d'avancer par des petites victoires me paraît être très intéressante pour la République démocratique du Congo que de frapper, de prendre la victoire en une seule fois avec des dégâts tout autour. Cette grâce présidentielle tombe au moment de la rupture de la coalition Cash-FCC. Est-ce que c'est une simple coïncidence? Je pense que la rupture entre le Cash et le FCC a permis au président de la République de se passer de l'accord qui est lié à l'ancien président Kabila et lui a donné plus de marge de liberté. Et le président Tshisekedi a bien fait de réparer ces injustices. Et la décision qu'il a prise a été saluée par la majorité des Congolais. C'est vrai que les Congolais ne se satisfont pas seulement du fait qu'on libère Edi Kapende et ses amis, mais ils ont aussi le souci de voir que le procès puisse reprendre pour que les véritables commanditaires et assassins de Laurent Désiré Kabila soient présentés devant la justice, qu'ils soient entendus et condamnés. Je pense que c'est le deuxième combat que nous allons amorcer pour que le procès reprenne. Alors, en effet, il y a des suspects qui sont en fuite à l'étranger. On pense notamment à Georges Mirindi et Bilal Héritier. Qu'est-ce que... S'il vous plaît, excusez-moi les amis, excusez-moi l'audio là, je voudrais la partie de notre invité est arrivée et ok, je pense que nous allons terminer l'audio. Votre indulgence. Innocent. Cette stratégie d'avancer par des petites victoires me paraît être très intéressante pour la République démocratique du Congo que de frapper, de prendre la victoire en une seule fois avec des dégâts tout autour. Cette grâce présidentielle tombe au moment de la rupture de la coalition Cash-FCC. Est-ce que c'est une simple coïncidence? Je pense que la rupture entre le Cash et le FCC a permis au président de la République de se passer de l'accord qui est lié à l'ancien président Kabila et lui a donné plus de marge de liberté. Et le président Tshisekedi a bien fait de réparer ces injustices. Et la décision qu'il a prise a été saluée par la majorité des Congolais. C'est vrai que les Congolais ne se satisfont pas seulement du fait qu'on libère Edi Kapende et ses amis, mais ils ont aussi le souci de voir que le procès puisse reprendre pour que les véritables commanditaires et assassins de Laurent Désiré Kabila soient présentés devant la justice, qu'ils soient entendus et condamnés. Je pense que c'est le deuxième combat que nous allons amorcer pour que le procès reprenne. Alors, en effet, il y a des suspects qui sont en fuite à l'étranger. On pense notamment à Georges Mirindi et Bilal Héritier. Qu'est-ce que vous attendez du côté de la justice congolaise?
Je pense qu'aujourd'hui, le climat politique permet à chacun de pouvoir se défendre convenablement, contrairement à ce qui s'était passé à l'époque de la cour d'ordre militaire. Et si les personnes qui sont à l'extérieur estiment qu'elles sont innocentes, elles devront reprendre langue avec la justice congolaise pour venir éclairer et présenter leurs moyens de défense. Parce qu'elles ne vont pas se condamner à l'exil éternellement. Et je pense que nous allons demander à la justice congolaise de reprendre ce procès conformément à la résolution de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple et de s'adresser à Georges Mirindi et héritier de pouvoir venir se présenter. Et s'ils ne le font pas, il faut que la justice congolaise émette un mandat international pour avoir des facilités pour que ces messieurs, s'ils ne viennent pas de leur propre gré, qu'ils soient contraints à venir présenter leurs moyens de défense devant un juge impartial. Donc vous souhaitez un mandat d'arrêt international contre Bilal Héritier et Georges Mirindi? Effectivement, dans les cas où ils ne coopéreraient pas. Mais comme ils se sont toujours présentés comme des innocents, je crois que ça va être une bonne opportunité pour eux de venir volontairement se présenter devant la justice. Maître Jean-Claude Katende, merci. L'avocat. Alors, très de commentaires, je ne vais pas dénaturer les propos de Maître Katondo. Vous avez entendu si haute et intelligible voix. À cela, qu'est-ce que vous réagissez? Chapeau à Maître Katende, j'ai beaucoup d'estime pour l'Azado. D'ailleurs, l'ancien chef de Katende ou de l'Azado, M. Golden Misabiko, rien que pour avoir dénoncé les massacres des originaires du Kivu, dont la mort de Massassou, Misabiko, qui était à l'époque le chef, qui avait le poste que Katende occupe maintenant, a subi des tortures avec moi au GLR. Ça, c'est une parenthèse. Donc, je ne peux pas y revenir. Bravo. Les hommes comme Katende sont rares, déterminés, engagés. Et il est exactement dans la ligne droite de son aîné Golden Misabiko. Lorsqu'il s'agit de Sispé, Mirindi ou Sispé, Bilal, ce sont cette propagande qui veut éloigner Joseph de ses responsabilités. Puisque, Joseph Kabila. Oui. Joseph Kabila est en train de faire une propagande par Arnaud Zeitman. Oui, certains médias qui veulent l'éloigner le plus possible de ses responsabilités. C'est ça la réalité. Moi, sous torture, j'ai demandé à Nono Lutula. Demain, il va sortir de Makala. Il m'a entendu. Il était le président d'une commission d'enquête. J'ai dit à Nono Lutula à plusieurs reprises, vous me torturez, vous me branchez sous le pied, vous me tirez les cheveux, vous me pelez, vous faites tout, mais écoutez, c'est une commission d'enquête libre, indépendante, qui peut nous aider, nous tous, chacun, à dire son mot. Eh bien, ça vous coûte quoi? C'est un chef de l'État qui est mort. Alors, une commission d'enquête par l'Union africaine, par exemple, au cas où vous ne saurez pas, c'est un chef de l'État. L'Union africaine ne peut pas refuser de vous aider à organiser une commission d'enquête neutre. Mais tout ce que vous faites là, en train de mentir, en train de manipuler, de torturer, ça ne va pas nous aider à quoi que ce soit. Donc, c'est Katende dit, ouvrir les dossiers, je l'ai dit à plusieurs reprises, sous torture. À Bukavu, nous avons écrit une lettre en 2003 pour vous dire pourquoi nous sommes allés là-bas au RCD. C'était pour exiger qu'il y ait un procès, une enquête libre. Tout le monde a effectivement besoin de savoir comment est-ce que nous a pu trouver la mort, mais au-delà de cela, il y a plus de 300 originaires du Kivu qui ont été massacrés. La vie est sacro-sainte. Ce n'est pas la vie d'un chef de l'État qui est sacro-sainte, c'est la vie d'un humain. Donc, Mouzé, en tant qu'humain, sa vie est sacro-sainte, on ne devrait pas lui ôter la vie. Massassou, sa vie est sacro-sainte, on ne doit pas l'ôter la vie. C'est-à-dire, nous plaidons la cause d'une enquête libre et indépendante, pas pour les cas de Mouzé uniquement, mais pour les cas de toutes ces victimes. Massassou et les centaines des originaires du Kivu, les Libanais massacrés, et enfin Mouzé Kabila. Et puis, c'est ça aussi l'état de droit. Donc, nous sommes disposés, héritiers comme moi-même. D'ailleurs, je vous le dis ici, héritier n'a jamais été ce que Arnaud Zeitman est en train de faire dans sa propagande procabiliste.
Héritier le Libanais, c'est tout simplement un ami intime de Massassou. Et c'est à cause de son amitié, connu bien par les kabylistes. Il a été arrêté à 2 reprises, au Katanga et à Kinshasa, par Edi Kapende, par les gens de Kabila, qui le reconnaissent comme un ami intime à Massassou. C'est quelqu'un qui a commencé déjà avec Massassou depuis longtemps. C'est à cause de cela qu'il est aujourd'hui cité par RFI ou je ne sais qui comme Mirindi. Il n'en est rien, il n'a jamais fait le commerce des diamants qu'Arnaud Zaitman lui donne. Mouzé Kabila n'était pas un fou pour qu'il fasse le commerce de ces diamants avec un ami très proche de Massassou. Ça, c'est faux et archi faux. Et Arnaud Zaitman devra, lorsque cette enquête ici va commencer, nous serons heureux de voir Arnaud Zaitman aussi à la barre, parce que désormais, nous le considérons, nous, victimes, comme un bourreau. Parce que quand il est en train de vouloir à tout prix écarter Joseph Kabila, sa lutte, son seul objectif, c'est que Joseph Kabila ne soit pas le plus proche possible, qu'il soit là très loin. Et nous disons non, nous détenons les preuves. Nous avons vu Joseph agir. Eh bien, si Joseph n'est pas celui qui a organisé la mort de Massassou, les massacres des Libanais, la mort d'Emzé, qu'est-ce qui a empêché Joseph à ne pas faire éclater la vérité? Pourquoi Joseph a fait tuer Rachidi? Pourquoi il a avalé son arme? Pourquoi il a torpillé les procès? Pourquoi il a fait arrêter des victimes? Qui a dit à Joseph Kabila, ou comme j'ai suivi l'autre vieil héros en train de s'amuser avec la vie des gens en disant que comme ils n'ont pas trouvé les coupables, alors ceux qui sont là peuvent rester en prison. Mais ça, c'est s'amuser avec la vie des gens. Ce sont des familles qui ont manqué les leurs. Ce sont des massacres qui ont été commis. On ne peut pas s'amuser en disant que puisqu'on a manqué les coupables, alors on laisse ces gens-là en prison. Ça, on ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là quand même. Moïse Congolo, les Kabila, les Moïse Congolo, les Edi Kapende, ils sont partis jusqu'à ramasser, pourvu que vous soyez originaire du Kivu. On vous jette là en prison, vous avez déjà tué. Ça, nous disons, ça doit un jour avoir de la lumière. Donc la justice, nous sommes impatients. Héritier Bilal, les Libanais, il sera le premier à atteindre, à atterrir à Kinshasa, si seulement les conditions d'un procès libre, juste, équitable étaient prouvées. Moi, je suis ici, je suis en Suède, je ne suis pas un clandestin. Je suis arrivé ici, je me suis adressé aux autorités compétentes. Je leur ai expliqué mon problème. Je leur ai dit, voilà, je suis fugitif de mon pays, là c'est la mort. Nous avons tout fait au RCD, nous avons demandé au RCD, c'était même l'une des raisons pour lesquelles nous allons là. Le RCD nous avait promis qu'ils allaient demander à Kabila d'ouvrir un procès. Mais Kabila fuit, dès que vous lui dites le procès, il fuit. Il va dire le dossier est clos. Mais c'est Joseph Kabila, préparez-vous. Demain, les victimes vont sortir. Oui. J'ai dit les victimes, mais l'entrée prochaine à Makala, je suis en train de voir beaucoup de gens revenir à Makala. Parmi même ceux qui sortent demain, il y en a qui vont revenir là-bas. Nous avons, on ne peut pas blaguer avec la vie d'un peuple comme ça. En tout cas, nous sommes déterminés. Et ce n'est pas parce que RFI nous appelle des fugitifs. Non, ça c'est une campagne. Nous ne sommes pas là. Si Arnaud Zaitman a la moindre preuve contre moi, mais qu'il vienne en Suède, ici à la justice, que Arnaud Zaitman dise aux juges antiterroristes français de s'il vous plaît, M. Georges, s'il vous plaît. Viennent à la police suédoise au lieu de je vous comprends, M. Georges. Le téléphone est ouvert. Nos amis, appelez à le standard +1 États-Unis, WhatsApp 832 661 32 35. M. Georges, il est prêt. Il va prendre une série de questions et puis on va clore l'émission. On ne sait pas le garder très longtemps. Maintenant, M. Georges, vous ne pensez pas que le fait que ces amis-là qui ont comploté contre vous qui êtes venu originaire du Kivu, qui êtes venu avec Mosé Laurent Désiré Kabila depuis l'Est et Massassou, le fait qu'ils aient purgé 20 ans en prison, vous ne voyez pas que c'est quelque part une sorte de justice? Je ne sais pas. Alors, il y a quelqu'un qui nous appelle de Hollande. Alors, bonjour. Oui, alors bonjour. Oui. Je vous appelle de Hollande. Oui, s'il vous plaît, votre question ne soit pas très long parce qu'on prend beaucoup de questions. On prend 5 questions, il répond. C'est comme ce qu'on va aller. Okay. Allez-y, votre question. Ok, d'accord. Ma question est celle-ci. Oui. Allez-y. Oui, bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Guy, je vous appelle de Hollande. Ok, Guy. Donc c'est une émission très intéressante. Ok. Oui.
Voilà, j'ai seulement 2 questions. Ok, la première. Voilà, j'ai 2 questions à poser. Oui, la première. La première question, j'aimerais savoir la lecture que M. Mirinde peut faire sur la libération de M. Dukapeng. Et la deuxième question est celle-ci de savoir quel est le vrai nom de Joseph Kabila. Est-ce qu'il est vraiment le fils de Laurent Désiré Kabila ou bien il n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila? Alors, le nom, on attend, les gens disent que son nom c'est Kanambe. Est-ce que c'est son vrai nom Kanambe ou bien son vrai nom c'est Joseph Kabila? Merci. Ok, monsieur, allez-y avant qu'une deuxième question ne vienne. On a la chance comme la ligne a un peu respiré. Allez-y, répondez ça rapidement pendant que la ligne respire. Merci bien. La libération de Dukapeng aura lieu demain. C'est une bonne chose puisque tant qu'il y a une seule victime, otage, dans l'angle de Dukapeng, il faut qu'on libère tout le monde. Ça, c'est pour nous un principe. Et nous l'avions demandé depuis longtemps. Je l'ai même dit au GLM sous torture. Libérez ces gens. Pourquoi vous nous torturez? Libérez les victimes. Si vous pensez que nous sommes les criminels, retenez-nous et maintenant organisez un procès juste. Donc, vous avez vu au dernier, il y a eu libération de l'opposant, la libération d'une française humanitaire, des otages. La libération de ces 2 otages a aussi entraîné la libération de plusieurs terroristes. Donc c'est un dilemme. Bon, nous n'avons rien contre la libération. Oui, nous n'avons rien contre la libération de Dukapeng, pour autant que ce n'est pas ça. Pour nous, c'est un criminel. Il n'y a pas de criminel au Congo comme dit Dukapeng. Il a fait des massacres mais nous sommes aussi conscients, nous sommes sûrs et certains qu'il suffit d'ouvrir les procès Laurent Désiré Kabila, des Libanais, procès Massassou, Dukapeng est en prison avec Joseph et les autres. Là, nous n'avons pas de doute. Là, je pense bien que ces procès-là sera pour établir la vérité. Allô, Neko, question? Oui. Allô, bonjour. Allô, baissez le volume de votre télévision, s'il vous plaît, parce que je sens le retour. Oui, je peux poser ma question? Allez-y. Quelle est votre première question? Oui. Je voudrais demander à M. Georges Mirinde. Moi, je m'appelle Marie-Josée, je suis en Belgique. Ok, Marie-Josée. J'étais en prison avec sa femme et ses enfants. La femme de qui? Comment? La femme de Georges Mirinde. Il y avait Peggy, la femme de Rachidi, il y avait Charlotte, il y avait Annie. Alors, pour moi, au GLM, c'est une institution inviolable. Comment il a pu sortir? C'est ma seule question. C'est lui l'assassin. Oh non, ça, merci ça, bien, ça madame. C'est très fort, maman. Maman, ça c'est très fort. Okay, maman, madame, restez en ligne. Pendant qu'il répond, je veux qu'il y ait une confrontation. Restez en ligne. Papa, allez-y. Maman, restez en ligne. Allez-y. Oui, madame, vous êtes mon épouse et mes enfants. Vous êtes la bienvenue. Les tortures d'IGLM, vous les connaissez, donc j'imagine. Je ne suis pas sorti d'IGLM par moi-même, madame. On m'a fait sortir d'IGLM. J'avais décrit comment le 27 février, on m'a envoyé à la cité de l'Oya, là où je devais rencontrer les enquêteurs. On m'a barré la route des enquêteurs. Au lieu que je rencontre les enquêteurs, on m'a plutôt conduit à Kiboma. C'est comme ça que je suis sorti d'IGLM. Je n'ai jamais parlé d'IGLM. C'est ça la réalité. Ils ont fait le semblant d'arrêter comme quoi il y avait évasion, mais c'est de la mascarade. Il n'y a jamais eu évasion au GLM. Il y a eu campagne, évasion au GLM, évasion, mais il n'y a jamais eu évasion au GLM. Il y a eu évasion à la cité de... Ok, l'ami qui nous appelle de l'Angleterre, soyez en ligne. Je fais maintenant entrer. Allez-y. Quelle est votre contribution? Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Bon, moi je suis en Suisse, je ne suis pas à Londres. Ok, allez-y. Moi, je voudrais seulement poser une question à ce monsieur. Monsieur Mirinde, s'il vous plaît. Monsieur Georges Mirinde. Monsieur Mirinde, si c'est Mirinde. Mirinde. Ma question est celle-ci. Comment se fait-il un assassin ou des gens qui connaissent la politique, qui étaient bien avancés en politique comme ça, qui connaissaient très bien que... Allez-y. Qui connaissait très bien que Edi Kapend connaissait les secrets de Joseph Kabila. Mais qu'est-ce qui a fait que Joseph ne puisse pas éliminer M. Kapend jusqu'à ce temps-ci? Ça,
c'est quelque chose qui cloche là-dedans. Ok. Voilà, qui nous explique un peu, bon, parce que ce sont des politiciens, non? Comment ils peuvent laisser quelqu'un qui connaît ses secrets jusqu'aujourd'hui? Ok, merci pour votre question. Bien. Je prends... Attends, maintenant quelqu'un nous appelle de l'Afrique du Sud, maintenant vous répondez d'un coup. Allez-y, bonjour, vous qui nous appelez de l'Afrique du Sud. Allô? Numéro qui s'amène à 5288 de l'Afrique du Sud. Ok, allez-y, monsieur Georges. Il dit pourquoi est-ce que Kabila a gardé si longtemps Kapend, il aurait dû éliminer comme étant son adversaire, il aurait dû l'éliminer. L'ami de l'Afrique du Sud, gardez la ligne, je vais vous connecter avec M. Georges et répondu. Soyez toujours en ligne, je vais vous faire entrer dès que Georges finit sa réponse. Allez-y, M. Georges. Oui, c'est-à-dire, pourquoi Kapend n'a pas été éliminé? Oui, Kapend n'a pas déraillé. Il y a eu plusieurs morts suspects là-bas en prison. Mais tous ceux qui sont morts en prison, ce sont faites vous demander à ceux qui vont sortir et ceux qui sont déjà sortis de Makala. On vous dira que la série des morts à Makala, ce sont des anciens tueurs qui finissent désavoués, dit Kapend et Joseph. Ce sont ceux-là qui ont désavoué. Là, je vais vous citer les noms. Le général Yavenawej, qui a procédé à l'arrestation et au massacre des Libanais. Lui et Edi Kapend ne se sont plus entendus en prison. Il a fini par mourir. Et tous ceux qui ont été suspectés qu'un jour ils peuvent dévoiler les secrets, ils ont été éliminés. Edi Kapend, jusque-là, il n'a pas fait signe de quelqu'un qui déraille au secret. Ils ont un dénominateur commun. Des secrets qu'ils gardent entre eux. Ok, merci. Je prends quelqu'un. Ok, s'il vous plaît, cher combattant qui nous plaît du Congo, est-ce que vous pouvez garder la ligne 1 minute? Oui, d'accord. Gardez 1 minute le temps que M. Georges puisse chuter. M. Georges chuter avant qu'on peut prendre la question. Allez-y. Oui, durant les procès, Edi Kapend avait menacé de parler. Edi Kapend avait demandé qu'on le peuple. Et lui avait des secrets à révéler devant le peuple. Et lorsque Alamba aussi Edi Kapend était au point de cracher la vérité, ils ont vite ordonné des huis clos. C'est en ce moment-là que le procès a pris notre tournure. Ah, ils ont fait les huis clos, les procès là rapidement. Ok. Oui, c'est ça. Depuis lors, Edi Kapend qui avait à cracher ou bien à dire la vérité, il a dit dire que il va faire payer ceux qui ont tué les chapeaux sans pour autant les citer. Okay. Alors, chers compatriotes qui nous appelez de l'RDC, allez-y, votre question. Edi Kapend n'a fait que... J'ai une question, je suis à Kinshasa. Oui, je pose cette question. Quand nous étions partis au palais des Marbres pour visiter, on nous a expliqué ceci. Pendant que Mouzé était assassiné à l'intérieur, dehors sur la route, Georges Mirindi avait une voiture. Il a déjà démenti ça. Stationné juste... Oui, Georges Mirindi avait une voiture qui était stationnée juste là où Rachidi avait mis son échelle pour fuir. Et quand Georges Mirindi a vu que ça traînait, il a pris sa voiture et il s'est enfui. Qu'est-ce qu'il faisait avec la voiture dehors pendant l'assassinat et pourquoi il s'est enfui alors qu'on ne l'avait pas interpellé? Ok, monsieur, allez-y. Moi, j'ai compris. Vous aviez expliqué, j'ai déjà compris, je ne comprends pas. J'ai déjà expliqué cette histoire. Il avait dit qu'il était parti acheter le carburant. Et là, il a pris par radio qu'on vient de jouer, il y a un crépitement de balles. C'est comme ça qu'on les a tous rappelés. Ah non. Monsieur, comment il s'appelle encore? Monsieur Arnold, expert en scénario. Il dit, vous aviez placé une échelle prêt à escalader. Mais là, quand vous arrivez... C'est la journée, vous ne pouvez pas faire ça, c'est la journée, monsieur. Alors, notre combattant qui l'appelle la fin monsieur. Ah, vous avez la chance, hein? Téléphone nous quoi, pom pom. Alors? Je voudrais à ce monsieur ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Oui, allez-y. S'il vous plaît. Oui, je voudrais préciser à notre ami qui est à Kinshasa. Demain, on va libérer M. Nono Lutula. Oui. Qui m'a entendu, qui devant lui au matin. Allez lui dire, est-ce que si cela était le cas, mais ça aurait été le début des
si cette évasion-là, ou si ce plan de fois avait été, du moins, si ça avait existé à temps réel, c'est quelque chose qu'ils ont construit plus tard. Je l'ai bien expliqué. L'enquête aurait pu commencer par là. Et ils n'ont pas fait allusion à ça. Ils étaient focalisés. Merci, M. Georges. On a quelqu'un en ligne. Allez-y, mon frère. Allez-y. Afrique du Sud, à vous l'antenne. Il ne faut pas entendre la télévision, ça nous met en retard. Il y a 4 personnes en ligne qui attendent. Vous voyez que je dois vous libérer, prendre quelqu'un d'autre, et pour libérer M. Georges Mirindi. Une question, Georges Mirindi, oui. Oui, allez-y. Allez-y, il ne faut pas attendre la télévision, vous nous mettez en retard, s'il vous plaît. Là, je dois couper mon confrère, on ne s'entend pas avec lui, il nous met en retard, il prend du temps pour poser sa question, il veut s'entendre parler à la télévision. Malheureusement, je prends quelqu'un d'autre. Allô? Oui, alors bonjour. Bonjour. Ouais, je voulais poser une question à M. Georges. Allez-y. Mais M. Georges qui était à côté, il était à côté de Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui connaissait bien Laurent Désiré Kabila que nous les autres. Et je voulais lui poser une question. Pourquoi lorsque à l'arrivée de Laurent Désiré Kabila a présenté seulement que Joseph Kabila comme son fils et il n'a pas présenté les autres fils? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Est-ce que Laurent Désiré Kabila n'était pas confiance aux autres fils ou comment? C'est ça que je voulais savoir. Ma question, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, frère. Allez-y, monsieur Mirindi, allez-y, oui. M. Georges. Quelqu'un d'autre m'a posé la question, je n'y ai pas répondu malheureusement. Si oui, pour les noms. Comme une deux questions, le téléphone va sonner, c'est pas un problème. Oui, allez-y. Ouais, c'est de ce matin. M. Kabila avait plusieurs. Vous disiez qu'il avait plusieurs femmes. C'est à moi la parole? Oui, répondez à cette question-là avant que je ne quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, Mouzé avait beaucoup de fils. Avec lui, des orphelins, comme un certain Sali, comme un certain Saïdi. On ne pouvait pas tous les présenter de toutes les façons. C'était un papa et pour nous, c'était aussi un papa pour nous. Donc, ce n'était pas facile que Mouzé se mette à présenter tout le monde. Ça ne pouvait pas être possible. J'essaie de répondre autant, d'être à sa place, mais Joseph pouvait mieux répondre à cette question, ou Mouzé lui-même. Ce que Mouzé n'a pas fait, il a fait ça ou pas fait ça. Les Moïse Congolo, par exemple, qui affirmait à ce moment-là que Joseph était son fils, plus tard, ce sont dit que non, il n'était pas son fils. Et me demande si Joseph n'a pas tué Mouzé, mais pourquoi lui, il a tué son fils? Pourquoi Joseph, il n'y a rien de Mouzé, il n'y a rien de marque propre à Mouzé que Joseph a pu garder. Tous les ennemis de Mouzé sont devenus ses amis. Tous les amis de Mouzé, Joseph les a chassés. Ses ennemis. Et moi, là, je me demande maintenant, quand Arnaud Zetman nous dit que Joseph n'a pas tué Mouzé, il se base sur quoi? Lui qui était à Bruxelles quand Mouzé est mort, il veut nous contredire, nous qui étions là, qui avons vécu ce que nous racontons. Donc, je ne sais pas pourquoi pas présenter cet enfant ou bien cet autre. Je connais les enfants en frère. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui avait beaucoup d'enfants, avec beaucoup de femmes. Merci. Ça, c'est il mettait même d'autres en prison. Ça, c'est pas votre problème. Ça, c'est responsabilité. Allez-y, mon confrère qui nous appelle de France. Oui, alors bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai deux petites questions à poser à M. Mirindi. Allez-y. Oui, la première est celle-ci. Vous sautez très bas votre volume là, il est très bas. Allô? Allô, vous sautez très bas là, essayez d'augmenter le volume. Vous m'entendez? Oui, un peu là, allez-y. Quelle est votre question? Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, quelle est votre question? Oui, j'ai deux petites questions à poser à M. Mirindi. Oui. Oui, la première c'est quoi? J'ai tant cherché
Non, en tout cas, vous devez me rappeler parce que vous sonnez très bas, j'en entends presque rien. Est-ce que Mirindi, est-ce que vous l'entendez? Difficilement en tout cas. Ok, alors je vais le relancer. Rappelez, votre numéro se termine combien? Combien se termine votre numéro? 37. Ok, je vais vous relancer parce que vous tournez difficilement. Comme vous avez des questions très profondes, ça vaut la peine de vous avoir. Allô? Allô? Yes, allô? Allô, ya, quelle est votre question? Oui. Non, j'ai une question directement adressée à M. Mirindi. Allez-y. Oui, la question serait de savoir en un mot, parce que, bon, là, nous vous suivons, il y a beaucoup de spéculations. Nous voudrions savoir en un mot qui est l'auteur, le commanditaire de la mort de Mosé Kabila. Donc, en un mot, nous avons d'abord besoin de voir ça. Si vous regardez même les commentaires, là, on écrit beaucoup, mais nous ne comprenons, nous n'avons pas encore compris qui est le commanditaire de la mort de notre président Kabila. Donc, les commanditaires, nous n'avons pas encore entendu. Merci beaucoup, M. Mirindi. Nous attendons la réponse de vous. Ok, allez-y, M. Mirindi. Oui, vous me posez cette question, Zaitman vous a présenté un film. Gardez l'écoute, gardez la ligne. Mirindi répond à une question et puis je vous fais entrer. Allez-y, M. Mirindi. Moi, j'aurais voulu que vous adressiez cette question à la congolaise. C'est la justice congolaise la justice. Qui, en principe, devrait répondre à cette question. Qui a fait ça? Mais moi, je suis témoin des actes très suspects de Joseph Kabila, des Congolais, comment ils ont tout fait pour effacer toutes les preuves possibles, comment ils nous ont torturés, comment ils ont ramassé des fausses victimes, comment ils ont cousu ou bricolé des versions. C'est ça, je suis témoin et j'ai écrit dans ces livres ici. Ok, merci, M. Mirindi. Allez-y, cher confrère. Ça, c'est seulement... Oui, je vous comprends, M. Mirindi. C'est bon, nous vous comprenons. C'est bon, allez-y. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, je vais poser la question à M. Mirindi. Allez-y. Parce que moi, d'abord, je voulais savoir, il était qui à côté de Musée? Il était garde du corps. Garde du corps. Il était qui à côté de Musée? Parce qu'il était là. Et puis, ma deuxième question était de savoir, parce qu'il a parlé qu'il était parti chercher le carburant. Le carburant. Et c'est à son retour qu'il a appris qu'on a tué Musée. Maintenant, lui, comment, comme par hasard, il sort pour aller chercher le carburant et on assassine Musée. Et puis, il vient confirmer comme quoi Musée était tué avant d'être assassiné, avant de tirer les balles. Musée était déjà mort parce qu'il n'y avait pas de sang. Il avait des preuves. Comment est-ce qu'il a eu ces preuves? Il doit être pour quelque chose, ces messieurs. Monsieur Mirindi, expliquez. Merci bien, madame. Merci bien, madame. Expliquez. Les preuves dont je parle, c'est parce qu'il n'y a pas eu de sang. Toute personne vivante, même une poule, quand vous la coupez la tête, il y aura... Gardez l'écoute, s'il vous plaît. Diminuez votre volume pendant que M. Mirindi parle, s'il vous plaît. Vous a été fusillé, il n'y a pas eu la moindre trace. Il y a aussi Madame Annie Kalumbu, juste au coup de balles. Madame Annie Kalumbu, Madame Annie a rencontré un corps inerte dans une position suspecte. Okay. Ce sont les experts cardiologues qui ont démontré, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les experts qui ont démontré qu'il n'y a pas eu écoulement du sang, alors qu'un humain doit absolument, quand il est agressé par des balles comme ça, le sang doit affluer. C'est sur base de ces faits-là, j'affirme que c'est un cadavre. Je n'ai pas besoin d'être là pour dire non, c'est un cadavre. On a tué Rachidi sur place. Là, le corps de Rachidi baignait dans une bouillie de sang. Parce que Rachidi est vivant. Si vous était tué vivant, allez visiter les lieux, on va vous montrer tout ça. Blessez-vous à la gilette, vous verrez la quantité qui va suivre. Maintenant, imaginez une personne qu'on a fusillée avec tous ces trous. Non, il n'y a rien qui empêcherait qu'elle s'en sorte. Il y a aussi les contradictions de M. Émile Mota qui dit que Musée n'a pas réagi. Pas la moindre réaction pour montrer que ce n'était pas un ennemi. Donc, toutes ces preuves-là, madame, me permettent d'affirmer que c'était un cadavre. Ce n'était pas un président vivant. Ils doivent nous dire il était mort depuis quand et comment.
Ok, merci beaucoup. Je pense que la question a trouvé la réponse. Allez-y, confrère qui est en ligne, allez-y. Allez-y. Oui, allez-y. Quelle est votre question? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai une question pour poser à M. Mirindi. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, ma question est celle-ci. M. Mirindi, pourquoi depuis ce temps-là, il connaissait bien la vérité et il a laissé tout le monde, il a laissé tout ce temps-là depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu le temps de parler la vérité. Et il est aussi parmi le malheur du peuple congolais parce que nous tous, nous attendons la vérité. Et ça me fait peur maintenant aujourd'hui d'attendre ce que M. Mirindi est en train de dire. Est-ce que M. Mirindi, il est vraiment un Congolais? Parce que s'il aimait le Congo, il voulait bien expliquer la vérité pour qu'on puisse faire la justice. Et après ce temps-là, vous savez combien M. Kabila a tué dans notre pays? Si vous pouvez m'expliquer pourquoi il a gardé cette vérité-là, il n'était pas au Congo. Il a écrit dans le livre, il a publié son livre qui est sur Amazon. Les groupes de Kabila ont tout acheté. Ils ont fait un lobbying très fort. Son livre est là, il a une copie. Amazon a des preuves de l'existence du livre. Dans le livre là où il pose la question, hein? Comme je l'ai mis dans le titre. Je comprends bien. Oui. Vous comprenez, monsieur. Il a écrit tout dans le livre. On n'a pas cette culture de lire. Malheureusement, moi, je suis depuis la Grèce, je rappelle depuis la Grèce. Mais M. Mirindi devait faire ce genre d'émission dès le début pour effacer les problèmes dans nos cerveaux. Et maintenant, il a causé le malheur des Congolais. Monsieur Mirindi, qu'est-ce que vous dites? Ne comprends pas. Ça, vous pensez que vous avez causé les malheurs des Congolais. Je vous apprends, monsieur, qu'il n'y a pas un seul Congolais qui a souffert comme moi, parce que moi, je ne suis pas supposé vivre. Je suis supposé être mort en 2001. C'est par hasard que je suis vivant. Ma Syrie a dit beaucoup. Il y a une dame qui a... S'il vous plaît, gardez la ligne. Si vous a acheté, laissez-le terminer et puis vous allez parler. Allez-y, monsieur Mirindi. Une dame a posé la question. Je lui dois beaucoup. Je dois respect à la dame. Elle a dit qu'elle a vu ma femme et mes enfants en prison. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas facile. C'est Marie-Josée. Marie-Josée. Oui. Comment vous parlez? Je pouvais parler depuis quel pays? Le système Kabila corrompt, même mes amis, j'ai beaucoup d'amis qui ont été commutés. Ce qui me préoccupait, j'avais écrit depuis l'Afrique du Sud. J'ai commencé à écrire ces livres ici, à partir de l'Afrique du Sud. J'ai fait plusieurs copies. Je les ai gardées par-ci, par-là, parce que j'étais conscient. Mais pour parler, il faut aussi avoir parlé où le régime est en train de me pourchasser au point que j'ai besoin d'abord de me protéger moi. Moi, j'allais parler sur ta radio, toi, tu allais me protéger, mon compatriote. Je sais bien que tu n'allais pas me faire du mal. Là, c'était très chaud. Oui. Je suis arrivé ici très difficilement. J'ai eu l'aide des amis qui pouvaient. Il y en a qui sont en prison parce qu'ils m'ont aidé, mon ami. Ne vous en faites pas. Joseph Kabila, c'est le mal congolais lui-même. C'est-à-dire, j'ai échappé des vitesses pour que vous sachiez cette vérité aujourd'hui. Et il n'est pas tard. Parce que je n'avais pas les moyens de faire autrement. Allons de Kokitsa volume TVT au Canadien. Diminuez un peu le son de votre télé pour qu'on s'entende bien. Allô? Ok. Oui, allô. Allez-y. Moi, c'est Maître Emmanuel. Ok, Maître Emmanuel. J'ai deux petites questions. Allez-y. Et je vais adresser à M. Mirindi. Allez-y. La première question, nous avons bien suivi avec intérêt M. Arnaud Zaïtman. Ok. Il continue à changer de version. Est-ce que Mirindi peut nous dire pourquoi Arnaud Zaïtman était contre Joseph Kabila hier, mais aujourd'hui il soutient la thèse de Joseph Kabila? Est-ce qu'il a une motivation derrière ça? Qu'est-ce qui le motive? Ça, c'est la première question. Oui, la deuxième question, est-ce que Mirindi peut nous dire pourquoi Massasso a été tué? Pourquoi Massasso a été tué? Est-ce que Joseph avait quelque chose, avait intérêt à tuer Massasso? Pourquoi Massasso a été tué? Parce que quand même, c'est un leader du Kivu. Et nous avons droit à la vérité. Ok, rapidement. Monsieur Mirindi, commencez par la deuxième question. En tout cas, dans quelques phrases. Parce que moi, je ne vais pas lui expliquer à votre place. Parce que j'avais entendu quand on devait exposer.
Mais quand même, comme le compositeur, je pense qu'il a pris par les cours de l'émission, il n'a pas compris. Allez-y dans 2 phrases. On commence par la deuxième question. Massassou a été assassiné. C'était le vice-président de la République. En réalité, il y a Joseph qui lorgnait cette place. Joseph a marche toutes les dispositions pour éliminer cet homme. Parce qu'effectivement, il fallait que les originaires du Kivu soient déclassés du pouvoir. Ainsi donc, Massassou et les originaires du Kivu se sont retrouvés d'un coup accusés des ennemis du régime. Plusieurs centaines des originaires du Kivu ont été arrêtés avec Massassou et à la mort à Preto. Joseph Kabila en personne s'est assuré que Massassou, parce que Joseph retrouvé là, lui avec Alamba et nous achevé Massassou. Et Massassou qui était son chef et qui est son maître. Donc, je ne peux pas dire pourquoi ils l'ont tué, mais le problème c'est que Massassou était si populaire au sein de la révolution qu'effectivement il a fait des jaloux et puis lui était attaché plus au palais révolutionnaire. Finalement, nous nous sommes retrouvés avec des gens autour de Mzé qui ne faisaient que piller, vouloir s'enrichir, vouloir le pouvoir et oublier. Là, on a compris, mais c'est Mirindi. Pourquoi Arnold Zatman a été contre hier, contre Kabila, aujourd'hui pour Kabila? En 2 mots seulement, selon votre compréhension, parce que vous avez quand même entendu les documentaires il y a très longtemps qui vous incriminent aussi. Oui, Arnaud Zatman n'a jamais été contre Kabila. Il était pour innoncer Joseph Kabila, dit, même dans les films. Arnaud Zatman a tout fait pour faire porter la mort de Kabila à Mirindi ou aux originaires du Kivu. Il a fomenté des versions sans preuve impliquant des Libanais, pourtant des victimes, impliquant les Rwandais au nom de Mirindi ou je ne sais pas comment. Il amène des versions ou une théorie que moi lui ont donné pour que effectivement le monsieur est dans une propagande pour Joseph, c'est tout. Il n'a jamais été contre Joseph. Merci il a plutôt joué, il a fait la rise pour essayer de dire un film qui dit moi se base sur. On a un compatriote qui nous appelle de l'Angleterre. Allez-y mon frère, on prend 5 questions, l'émission se termine parce que je pense que M. Mérine est fatigué. Nous sommes presque à 1h30. Allez-y. Ok. Allez-y. Vous m'entendez? Très bien. Oui, moi c'est Mike Benedi à partir de l'Angleterre. Et je voulais juste poser à M. Mirindi s'il faut il se retrouver devant Joseph Kabila et Edi Kapen, devant une justice impartiale, est-ce qu'il serait capable de venir au Congo et affronter les deux, Joseph Kabila et Edi Kapen? Allez-y, monsieur Mirindi. Oui, je ne peux pas les affronter parce que ce n'est pas ça mon rôle. C'est la justice qui va. Ils vont devoir affronter la justice. Ce n'est pas moi qui vais les affronter. Je ne suis pas leur accusateur. Les actes de Joseph Kabila et de par les actes qu'ils faisaient eux-mêmes. C'est quand ils ont bricolé des versions, quand ils ont effacé les traces, quand ils ont tué Mzé, quand ils ont tué Massa Rachidi, les Libanais, massacre de centaines de Kivussiens, qu'ils se sont accusés. Ils vont donc affronter cette réalité comme des criminels. Moi, je vais juste me présenter dès que possible à la lumière, là où ils ont imaginé qu'il y a une voiture quelque part. Ça n'a jamais existé. Sinon, ils m'auraient posé des questions. J'étais avec eux, j'ai complètement retenu durant plus de 4 ans. Il m'aurait posé la moindre question. Il sait que Arnaud Zaitman prétendra plus tard que j'étais là. Donc, c'est ça mon point de vue. J'ai soif de retrouver mon pays. Au cas où il y aurait un procès, une enquête libre, je serais heureux d'y être, mais pas pour effectivement affronter Joseph ou quiconque. Quelqu'un va venir avec ses moyens de défense. Et moi, alors là, je plaide pour une bonne réhabilitation parce que finalement, on ne peut pas blaguer avec ça. Se mettre à. Comme si tous ceux qui ont été tués à gauche, à droite, les centaines des originaires n'étaient pas des humains. Il n'y a que Mzé qui est humain. Nous disons non.
tout le monde a droit à la vie. Il faut cette justice. Et c'est maintenant. Je pense que le temps est arrivé que la vérité éclate. Ça. Prenons 2 questions. Laissez-moi faire rentrer 2 compatriotes comme ça. Oh, ok, quelqu'un nous appelle de la RDC. Allô? Allô, quelle est votre question? Allô, mon frère? Oui, quelle est votre question? Oui, en fait, moi, j'aimerais dire ceci. Monsieur Mirindi, il affirme qu'il était le garde du corps du défunt président. Oui, comment on peut expliquer qu'un garde du corps, pendant la guerre, parce qu'à cette époque, le pays était vraiment dans le chaos, juste après que le président puisse rejeter le Rwandais, comment à cette heure-là, le garde du corps peut se retrouver en train d'acheter du carburant et au même moment que le président se fait abattre. Et là aujourd'hui, il nous dit qu'il était garde du corps. Mais comment ça se fait qu'un garde du corps se retrouve à acheter du carburant pendant que c'est au même moment que le président se fait abattre? Ok, merci. C'est déjà un peu louche. Et deuxièmement, ma question, je voulais poser une question, dire que M. Mirindi nous dise exactement selon lui, qu'il nous dise qui a tiré les coups de feu et exactement selon lui qui était à la base. Ok, merci. On prend quelqu'un d'autre. Alors, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. Je vous ai déjà appelé. La dernière, j'ai une autre question. S'il vous plaît, donnez la chance aux autres que d'abord, on ne pose pas la question 2 fois. Mais c'est Mirindi, essayez de répondre à la 2e question. Je pense que c'est là qui est important. Parce que la première, vous avez déjà répondu. Bon, ça dépend de vous si vous voulez répondre. Hein. Ça dépend si vous voulez répondre. Parce que la première question, vous avez déjà répondu. Je ne sais pas la 2e si vous voulez répondre. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Qui a tiré, qui n'a pas tiré. Dans ce livre, moi, je présente Émile Mota comme étant Émile Mota. Lui, il s'est posé le thème. Mais moi, je l'appelle le disque dur du crime. Ok. Vous appelez M. Mota le disque dur du crime. Ma mamie, gardez la ligne. Gardez la ligne 1 minute. Allez-y, monsieur Georges. C'est-à-dire, Émile Mota, il s'est terriblement contredit. Il a donné plusieurs versions invraisemblables. Il a ramassé les douilles et les cachets. Madame Annie Kalumbu qui l'a obligé à les vomir. Émile Mota a menti jusqu'à Z. Il a même été connu menteur. Il a même été condamné pour ses mensonges. Et donc, il n'y a personne qui a eu des doutes qu'Émile Mota racontait ce qui a été convenu, que ça c'est qu'il fallait dire. Et chaque fois, ils ont toujours adapté selon qu'ils allaient inventer d'autres versions. C'est-à-dire, moi, je n'ai aucun doute que cette question, chercher l'opportunité d'Émile Mota, a fait un bon procès, poser cette question à Émile Mota. Ok, et lui demander les contradictoires donnés à... Oui, Papa Blaisozo Kanga. Très bien. Oui, bonsoir à vous et bonsoir à Monsieur Georges Mirindi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ma question, elle est la suivante. Est-ce que Monsieur Georges Mirindi est au courant que depuis l'entrée de l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs Congolais qui meurent? Est-ce qu'il est au courant de ça? S'il est au courant de ça, c'est quoi sa réponse? Donc, je m'arrête là. Ok. Merci beaucoup à maman. Monsieur, allez-y, quelle est votre réponse à cette question-là? Oui, je n'ai pas de réponse à madame. J'ai expliqué comment j'étais au point de mourir. Je ne sais pas si madame est au courant que j'étais supposé mourir. J'ai parlé de plusieurs centaines de morts. J'ai parlé de la responsabilité de Joseph Kabila, de la responsabilité de nos gouvernants. Je ne sais pas comment cette question peut m'être adressée. Je ne suis pas les Nations Unies. Peut-être les Nations Unies peuvent bien y répondre au cas où Joseph Kabila ne saurait pas. Il y a des questions quand même qui doivent être réservées à Mirindi. J'étais lieutenant, un petit garde du corps peut-être même. Comment je vais justifier les morts congolais? Je déplore dans ces livres
plus de 5 millions Congolais sont morts. Plusieurs membres de ma famille sont morts. Je suis originaire de la localité de Katana, 30 km de la ville de Bukavu. C'est un des vastes. Ma famille a été subie cette mort-là. Donc, je ne sais pas ce que madame veut dire par là. Voilà un peu, madame. C'est comme ça que je peux vous dire. Quand le pays est en guerre, c'est la conséquence des dirigeants. Lorsque vous avez à la tête du pays quelqu'un qui a des méthodes, on dirait, du Moyen-Âge, et c'est ça les conséquences. C'est ça les conséquences, et c'est ça de dire, voilà les conséquences. Les Congolais sont morts, ce sont nos dirigeants. Et parmi ces dirigeants-là, nous avons tous de l'amour particulier envers X ou bien Y, puisqu'il est de notre colline, ou bien puisqu'il est de mon obédience. Là, vous avez raison. Maintenant, ce que je vais faire entrer 1 ou 2, 3 contributeurs, parce que cette émission, nous avons un style. Nous avons des gens qui appellent toujours, que nous appelons les contributeurs. Alors, nous allons les rappeler l'un après l'autre, comme ça. On cherche les moyens de conclure l'émission, parce que je suis là à 85 minutes avec M. Mirindi. On s'est promis de faire 1 heure, mais je suis allé au-delà. Je pense qu'il est indulgent. Les Congolais veulent savoir. C'est pourquoi il est là, jusque-là avec nous. Alors, DPM, allez-y. Allô, bonsoir Ndeko Blaise, bonsoir Monsieur Mirindi. J'espère que vous allez bien. Mes meilleurs vœux à vous tous. Oui, pareillement. Merci bien. Oui, donc d'abord je voudrais d'abord dire merci à Monsieur Mirindi d'être venu sur le plateau. C'est super intéressant, mais comme il y a plein de compatriotes qui le précisent sur le chat, je pense que c'est pas assez au fait. Parce que même moi, j'ai pas. Là, il a parlé, d'accord, mais je pense que là, tu n'auras pas assez de temps pour pouvoir que tout le monde puisse vraiment au mieux s'exprimer. Je pense que ça serait mieux que tu puisses rééditer une nouvelle édition cette fois-ci, pour que les auditeurs ou les internautes puissent vraiment prendre le temps, parce que là, ça va être juste téléphone, question-réponse. Un peu fatigué. Je pense que ça serait mieux qu'on essaie de prendre une deuxième émission, spécialement pour M. Mirindi, et je pense que il y aura toujours les gens, parce que ça réclame depuis tout à l'heure. Bref, Monsieur Mirindi, je vais vous poser une question qui est en même temps une espèce d'analyse, sur laquelle j'aimerais que vous me donniez votre avis, finalement. Nous, étant Congolais de la diaspora, on se dit jeunes éveillés, nous sommes rendus compte qu'en fait, la question qu'il y a une personne qui vous a posée tout à l'heure, c'est le commanditaire de la mort de M. Kabila. Finalement, nous savons très bien que ce sont les Occidentaux. Nous n'allons pas nous voiler la face. Mais finalement, vous vous retrouvez chez les Occidentaux, ces mêmes personnes que nous considérons comme étant les commanditaires de pas mal de soucis chez nous. Et c'est ces mêmes personnes-là qui vous donnent leur sécurité, qui vous protègent. Et quelque part, voilà pourquoi il y a une partie de notre population qui finit par se poser des questions et se dire, mais attendez, la personne, elle est là depuis 99, 2000, ok, d'accord, mais pourquoi depuis toutes ces années, il n'y a pas eu cette espèce d'engouement, malgré que le livre, oui, d'accord, parce que moi, j'en étais au courant, j'avais suivi un peu vos émissions, quand vous aviez déploré que non, on avait bloqué vos livres, mais mettez-vous 2 secondes à la place du Congolais qui a subi plein de déceptions, plein de trahisons, et ils finissent par se demander si vous n'êtes pas, au fait, directement, indirectement, en train de jouer au jeu de l'occidental, quoi, au fait, finalement. Ok, merci beaucoup DPM. Monsieur Mirindi, allez-y, pendant que je fais entrer une autre personne. Monsieur Mirindi, allez-y, répondez, comme ça je fais entrer une autre personne, comme ça nous allons conclure notre émission, et puis peut-être préparer une autre, là où vous aurez beaucoup de temps de parler. Là, je ne veux pas tellement vous interrompre trop, là, ce sera une émission où j'ai fait l'actualité, et puis maintenant vous répondez aux questions des gens, comme ils sont intéressés à savoir votre histoire. Allez-y, monsieur Mirindi. Alors, vous m'entendez? Oui.
Non, là j'ai entendu parler à M. Mirindi, il n'y a pas d'EPM. M. Mirindi, vous m'entendez? Allô? Alors, je pense que la ligne de M. Mirindi s'est gelée. Alors? Oui, bonjour. Vous devez intervenir dans l'émission. Oui, allez-y. Oui, et j'allais poser la question. Allez-y, quelle est votre question? Oui, en fait, ma question est la suivante. Donc, je voudrais juste demander à Georges Mirindi, en fait, je ne sais pas s'il a parlé, je n'ai pas su, je n'ai pas entendu, peut-être, j'ai pris l'émission les retards, mais il ne parle pas vraiment de lui. Est-ce qu'il était, j'ai entendu qu'il était garde du corps et lieutenant. Et puis, bon, est-ce qu'on peut savoir de sa formation de militaire? Est-ce qu'il était vraiment militaire formé ou bien d'où il vient? Bon, en fait, on ne connaît pas vraiment bien. Parce qu'il y a un peu de doute là-dessus. J'ai déjà entendu parler que les gens avaient un peu de doute de ses origines de Kivu. Qui nous parle un petit peu, juste brièvement de lui, en fait. Merci. Bon, comme sa ligne a un petit souci, je viens d'arranger pour que nous puissions rentrer en connexion avec lui. Il avait semblé dire que lui, il était enseignant au Kivu. C'est Massassou qui se connaissait avec Kabila. Quand Kabila a eu l'affaire, ils ont été le COP. Les Rwandais lui ont rendu l'affaire. Alors, on va retirer du pouvoir. Toi, tu vas devenir président. C'est un peu dans quelque sorte que Massassou Ndanga c'est en tout cas mobilisé à prendre ma petite et à confiance. C'est petit du quartier en qui il avait confiance. C'est lui étant un enseignant du coin. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé. Donc, il a eu la formation chez les Rwandais au fur et à mesure qu'on évoluait. C'est comme ça. Dans ce temps de Kabila, l'armée congolaise a été formée par les Rwandais avec l'aide d'Occidentaux qui voulaient faire la peau à Mobutu. C'est ainsi que Makamboke Ndenge Kendakiwana. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Ouais. Mais c'est-à-dire que d'où il y a origine quoi, non, il y a ça. Il y a Congolais. Est-ce que vraiment il est Congolais? Parce que j'ai entendu qu'il est de Burundi ou du Rwanda. C'est-à-dire, moi, d'où est ça là-dessus, quoi. C'est-à-dire, il fallait appeler ça éclaircissement. Il y a selon Denga Lobby, il y a ça différent dans Bugera. Oui, à Bugera, au Bazalaki, nini. Pendant la guerre, non, on se rappelait l'histoire, on a Isaki, soldats rwandais, officiers congolais, policiers congolais, soldats rwandais, Nengezalaki. Et ils étaient parmi les convois, il y a des congolais. Et au Kivu, en conflit, na Batuyanini. Voilà, souris dans mon salasiko, je ne sais pas. Ça a relancé, non, pour l'inaye, ils ont semblé que ça l'a été. Ça na bengaye, comme ça, émission. Et si là, je pense, on a passé la conclusion, oui. Pour Azoyo Kangate, l'inaye, ça n'était planté. Ah, il est planté. Ya, Zela n'a rappelé. L'inaye est planté, n'a rappelé. Comme ça, à conclure, émission, pour à qui déjà au-delà, il y a 1 heure, je ne sais pas, à problème technique par rapport à peut-être connexion Internet, côté au Azali. C'est possible. C'est possible. Ok.